C'est l'histoire d'un rêve qui, tel Icare, s'est brûlé les ailes. Le 25 juillet 2000, à 16h42, le Concorde d'Air France assurant le vol 4590 à destination de New York s'écrase une minute après son décollage. Le crash fait 113 victimes. 4 personnes tuées au sol, les 9 membres d'équipage et la centaine de passagers, tous des touristes allemands. Je suis sûr que mes parents ont dû se tenir la main et s'ils ont remarqué quelque chose, qu'ils ont dû s'embrasser. J'étais en liaison avec cet équipage au pire des moments et mon sentiment, bien sûr ce n'est qu'un sentiment, je sais que cet équipage s'est battu jusqu'au bout et j'ai beaucoup de respect pour eux. L'histoire commence à l'aéroport Charles de Gaulle le matin du 25 juillet 2000. Le vol régulier 002 à destination de New York est complet. Et pour répondre à la demande d'un voyagiste allemand, Air France a prévu en milieu de journée un second vol pour New York avec un deuxième Concorde. Les touristes allemands qui partent pour une croisière de luxe seront donc répartis sur les 2 avions. Ilka et son mari Friedhelm, qui tournent ces images, étaient initialement prévus sur le deuxième vol. Mais pour voyager avec une de leurs amies, ils modifient leur réservation et finalement prennent le vol du matin. Pour eux, traverser l'Atlantique en 3 heures à bord de l'avion le plus rapide du monde, c'est un événement. Le Concorde, c'était quelque chose. On partait à la fois pour une croisière de rêve à bord d'un avion de rêve. C'était 2 rêves pour le prix d'un, quelque chose d'extraordinaire. 11h15. Comme chaque jour à la même heure depuis 27 ans, le vol 002 décolle à destination de New York, où il se posera dans un peu plus de 3h30 à 8h45 du matin, heure locale. À bord, aussitôt, le service commence. Pour les passagers, tout n'est que calme, luxe et volupté. Concorde est unique. Il vole à une altitude de 17 000 mètres à plus de 2000 km/h, 2 fois la vitesse d'un avion de ligne ordinaire. Des conditions de vol extrêmement éprouvantes pour la machine. Et l'avion s'allonge d'une vingtaine de centimètres. Et nous voyons l'écart, car nous pouvons passer la main. Tout à l'heure à l'atterrissage, les 2 parois vont se rejoindre. Le pilotage du Concorde est passionnant, mais difficile. Et durant les 3h30 de vol, l'équipage n'a guère le temps de s'ennuyer. C'est un avion qui a très souvent, qui est tout le temps aux limites. On est aux limites de vitesse, aux limites de température, on est toujours à la limite. Ça veut dire que on est toujours presque à la limite pour faire une erreur. Ilka et Erika ne savent plus très bien quelle heure il est. Elles sont en train de remonter le temps. Elles ont décollé à 11h15 et en heure locale, il n'est plus que 10h du matin. C'est la magie du vol supersonique. Pendant ce temps, à Paris, le personnel au sol termine la préparation du deuxième Concorde, prévu pour le tout début d'après-midi. C'est un vol spécial et cette fois, tous les passagers seront allemands. Parmi eux, ce couple de Mönchengladbach. Mes parents avaient été très discrets sur ce voyage, parce qu'ils craignaient de faire des jaloux, de faire jaser dans notre petite ville. Même moi, je ne savais rien. Pour accueillir les passagers d'Outre-Rhin, Air France a fait revenir de vacances une hôtesse d'origine allemande, Brigitte Kruse, filmée ici quelque temps auparavant. Elle vole sur Concorde depuis des années et assurera donc le service sur ce vol spécial. Mais pour l'heure, le vol prend du retard, car le commandant a demandé le changement d'une pièce sur le moteur numéro 2. Les mécaniciens s'affairent
alors qu'on procède au remplissage des réservoirs. Enfin, à 16 h, les passagers peuvent embarquer. Good morning, ladies and gentlemen. I'm your person today. I welcome you on board this beautiful plane, Concorde flying to New York. We wish you a very pleasant flight. Dans 3h30, les touristes allemands auront rejoint l'autre partie de leur groupe, là-bas à New York, et pourront embarquer le soir même à bord de leur bateau de croisière. 16h42. Le vol 4590 se présente au seuil de la piste 26 droite de l'aéroport Charles de Gaulle. À cet instant, tout le monde ignore qu'une des pages les plus dramatiques de l'aviation mondiale va s'écrire durant les 2 minutes suivantes. En réalité, le vol va durer 2 minutes et 3 secondes. Voici en images de synthèse et en temps réel l'enchaînement des faits à partir du contenu des boîtes noires. On a les 4 réchauffes. V1, le point de non-retour. Il ne reste plus suffisamment de pistes pour s'arrêter. L'avion doit de toute manière décoller. Concorde 04590. Vous avez des flammes. Vous avez des flammes derrière. Bien reçu. Pas de moteur 2. Les moteurs du côté gauche donnent des signes de faiblesse. Je procédure feu réacteur. Attention, le badin. Le badin, c'est l'indicateur de vitesse et la vitesse demeure trop faible. Oui, bien reçu. Le train, non. L'équipage n'arrive pas à rentrer le train d'atterrissage. Bien reçu. Tu percutes. Le mécanicien coupe un des 2 moteurs gauche. Le badin. Déjà à cet instant, l'avion est en totale perdition et plus rien ne peut le sauver. Jusqu'à la dernière seconde, l'équipage va pourtant se battre. Pompier leader, le Concorde, je ne connais pas ses intentions. Mettez-vous en position près du doublet sud. Pompier leader, correction. Le Concorde retourne sur la piste 09. Le Bourget. Trop tard. Pas le temps, non. Négatif, laissez le Bourget. Gilles Logelin est le contrôleur aérien qui gérait le décollage du Concorde. Il est aujourd'hui le seul acteur direct survivant du drame. J'ai autorisé Air France 4590 à décoller au moment nécessaire. Je regardais cet avion au décollage avec mes collègues et subitement nous avons vu apparaître des flammes qui semblaient venir de l'arrière de l'appareil. En même temps que mon collègue qui était à ma droite, je me souviens de m'être jeté sur le bouton d'alerte rouge et d'avoir émis en même temps à l'adresse de l'équipage du Concorde le message les prévenant qu'ils avaient des flammes derrière eux. Concorde 04590. Vous avez des flammes. Vous avez des flammes derrière vous. À un moment donné, je me souviens d'avoir quitté les yeux de l'avion quand j'ai entendu une voix sur la fréquence qui a été non identifiée, sans doute un pilote dans le ciel. J'ai entendu une voix dire « ça y est, il est au tapis ». Et quand j'ai vu ça, j'ai compris que le pire était arrivé. J'ai fait ce qu'on appelle j'ai fait 2 messages à l'adresse du Concorde. Et là, évidemment, c'est la partie la plus difficile pour moi, je pense, au niveau émotionnel, puisque j'ai dit au Concorde, Air France 4590, me recevez-vous? Je n'ai jamais eu de réponse. Le 25 juillet 2000, à 16h44 et 36 secondes,
le Concorde d'Air France assurant le vol 4590 s'écrase sur un hôtel de Gonesse. L'avion est totalement détruit et il n'y a aucun survivant. Bilan, 113 morts. Les 100 passagers allemands, les 9 membres d'équipage et 4 personnes au sol. À New York, la première partie du groupe fait du tourisme. Tout le monde doit embarquer en même temps à bord du bateau de croisière et dans l'attente, les Allemands visitent la ville. Ils sont sur le toit du World Trade Center lorsqu'ils apprennent la nouvelle. Nous sommes là et un monsieur téléphone à son fils. Et soudain, il dit « Quoi, le Concorde s'est crashé ?» Et il crie ça à la foule, « Le Concorde s'est crashé !» Monsieur Dreyfus, qui était juste à côté de moi, dit alors « Mais comment le Concorde a-t-il pu se crasher ?» Et là, sa femme lui répond, et ça, ce sont des mots qui me sont restés gravés. Normalement, nous devrions tous être morts. De fait, les Dreyfus étaient initialement prévus sur le vol de la mi-journée, mais pour être avec leur amie Erika, ils ont changé leur réservation pour le vol du matin. Un simple changement de numéro de vol qui leur a sauvé la vie. Brigitte Creuse, elle, n'a pas eu cette chance. Tout comme les 8 autres membres de l'équipage, l'hôtesse du vol 4590 n'a pas survécu. J'allume la télé et là, je vois que l'arrière du Concorde est en flammes et qu'il s'écrase. Tout de suite, le téléphone se met à sonner. Quelqu'un de l'équipe Concorde est à l'autre bout du fil. Êtes-vous Monsieur Creuse? Oui. Votre fille est-elle sur le vol Concorde? Oui. Je vous rappelle dans un quart d'heure. Et un quart d'heure plus tard, le téléphone sonne à nouveau et je décroche. Et là, il me dit « Je dois vous annoncer une triste nouvelle. Il n'y a aucun survivant. » Tout d'abord, c'est un peu comme dans un mauvais rêve, un cauchemar qui devrait s'arrêter. Bien sûr, comme on nous avait dit que 2 Concordes étaient partis ce jour-là, nous espérions toujours que les parents avaient pris l'autre appareil, ou qu'ils avaient peut-être raté l'avion. Et puis, soudain, ça a été une impression terrible, de vide. À Paris, la nuit est tombée. Les pompiers ont réussi à maîtriser non sans mal l'incendie alimenté par les 94 tonnes de kérosène contenues dans les réservoirs. Depuis longtemps, il est clair qu'il n'y a aucun survivant. Il ne reste que des milliers de débris fumants. Et il s'agit maintenant de sécuriser les preuves et les indices pour tenter de comprendre ce qui s'est passé. C'est le travail des enquêteurs du BEA, le Bureau Enquête et Analyse de l'Aviation Civile. Rapidement, ils récupèrent les précieuses boîtes noires. La première enregistre les sons dans le cockpit et les échanges radio. La seconde enregistre des dizaines de paramètres techniques de l'avion. Les enregistrements sont de bonne qualité et les enquêteurs peuvent travailler. Ils découvrent notamment les échanges entre les 2 pilotes, le mécanicien et le contrôleur. Voici mot pour mot la transcription des échanges entre les 3 hommes du poste de pilotage et la tour de contrôle.
La transcription des boîtes noires, plus les observations au sol, permettent au BEA de reconstituer en quelques semaines l'enchaînement des faits. L'origine de l'accident ? Une lamelle métallique de quelques dizaines de centimètres, perdue 5 minutes avant le décollage du Concorde par un DC-10 américain de Continental. En plein décollage, à plus de 200 km/h, une roue du train gauche du Concorde percute cette lamelle. Le choc fait exploser le pneu, dont un débris heurte violemment l'aile, entraînant une rupture d'un réservoir et une importante fuite de kérosène. Celui-ci s'enflamme, provoquant des problèmes de moteur et finalement entraînant la perte de l'avion. Nous avons déterminé de façon absolue, complète et irréfutable, me semble-t-il, l'ensemble des circonstances et des causes de cet accident. Sur le lieu du drame, dans les semaines suivantes, les débris commencent à être évacués. Le travail d'identification des corps est difficile. Les familles sont invitées à collaborer et pour celles qui le souhaitent, un déplacement sur les lieux du crash est organisé. Je pense que c'était important de voir cet endroit. On n'a pas pu avoir de détails, mais qu'on ait pu voir à quoi ressemblait l'endroit et son environnement, c'était réconfortant. Et puis il y avait ce champ de blé où tout le monde avait le droit d'emporter quelque chose. Moi, j'ai pris une gerbe de blé. Et pour moi, c'était un signe que la vie continuait aussi. On ne peut rien contre un pareil destin. Il est irréversible. Mais avec ce blé quelque part, la vie renaissait à nouveau. Officiellement donc, l'enquête sur le plan technique est close. L'accident a eu lieu à cause d'une lamelle métallique qui a fait exploser un pneu du Concorde. Un accident tragique et, selon le BEA, imprévisible. Et pourtant, certains observateurs pensent au contraire que l'accident de juillet 2000 était prévisible, dès la mise en exploitation de Concorde dans les années 70. Andrew Ware est un expert britannique très proche des milieux aéronautiques. Je crois que le crash de Gonesse était tout à fait prévisible, parce que Concorde a connu une incroyable série d'explosions de pneus. Ces explosions étaient déjà survenues à plusieurs reprises, et notamment lors de l'incident de 1979 à l'aéroport de Washington, où vous avez presque exactement les mêmes circonstances. Presque. La seule différence, c'est que dans l'incident de Washington, par miracle, le kérosène ne s'est pas enflammé. De fait, le 14 juin 1979, un Concorde d'Air France frôle la catastrophe à Washington. Les coupures de presse de l'époque en témoignent. En plein décollage, 2 pneus du train gauche explosent et des débris perforent plusieurs réservoirs dans les ailes, entraînant une fuite de carburant. L'incident est sérieux. À Paris, au siège du BEA, aussitôt un enquêteur est désigné et expédié à Washington. Cet enquêteur s'appelle Michel Bourgeois. Aujourd'hui, il est retraité dans le sud de la France et 26 années plus tard, il se souvient parfaitement des détails de cette affaire. Il monte et on voit très bien qu'il perd du pétrole. Ça, la tour de contrôle l'a vu, l'équipage ne le sait pas. Le jet sort, comme on le voit sortir ici, n'est-ce pas, derrière l'avion. Si l'avion fait certaines manœuvres, le jet va se mettre de travers, de côté, et va se mélanger avec les gaz très chauds qu'on ne les voit pas. Mais ils sont là, les gaz très chauds. Hein. Et au moment du décollage, il y a la post-combustion. C'est du sérieux, ça. Hein. Et là, si ça prend feu, la flamme recouvre tout, referme tout. C'était fini. Oh là là. Oh là là, faut pas y penser. Mais pour vous, c'est un miracle que ça n'a pas pris feu. Oui, c'est vraiment... Il y a comme ça des miracles qui se produisent de temps en temps. Un miracle que ce jour-là, il n'y ait eu ni mort ni blessé. Juste une grosse fuite de carburant visible sur cette photo, 7 tonnes en l'espace de 26 minutes.
Peu après le décollage, un passager avertit l'équipage de la présence d'un trou dans l'aile. Son témoignage est dans le rapport d'enquête de l'époque. Ce passager vit aujourd'hui dans la banlieue de Washington. En 1979, il voyageait beaucoup pour vendre des avions de chasse dans le monde entier et avait l'habitude de prendre Concorde. 26 ans plus tard, William Lightfoot, lui non plus, n'a oublié aucun détail de ce vol du 14 juin 1979. Quand l'avion a décollé, au moment de la rotation, nous avons senti de violentes vibrations, comme si on avait éclaté un pneu et que la jante roulait carrément sur l'asphalte. Et juste après cela, après que nous ayons quitté le sol, j'ai vu passer quelque chose à travers mon hublot, projeté vers le haut. Aussitôt, j'ai appuyé sur le bouton pour appeler l'hôtesse. Nous avions décollé, elle est venue, une très jolie Française, et je lui ai dit « Il y a un gros problème là, nous avons un trou dans l'aile de l'avion, regardez ». Elle m'a dit « Non, ce sont juste les volets ». Je lui ai répondu « Non, je travaille dans l'industrie aéronautique, je prends souvent l'avion, ce ne sont pas les volets. C'est un gros trou dans l'aile, regardez ». Elle est allée prévenir les pilotes, et quand elle est revenue, elle m'a dit « Nous savons ce que c'est, nous avons explosé 1 ou 2 pneus au décollage. Ce n'est pas un problème, cela arrive souvent. Nous poursuivons sur Paris, tout va bien. Nous pourrons réparer là-bas, tout va bien. Détendez-vous. » Finalement, quand je lui ai dit que j'allais cette fois aller moi-même dans le poste de pilotage, elle est revenue avec le copilote ou le mécanicien navigant. Je ne sais pas, mais peu importe. Il ne pouvait rien voir, il regardait trop à l'horizontale. C'est pour cela que j'ai pris sa tête pour la plaquer sur le hublot en lui disant « Maintenant, regardez ». Avec 2 pneus explosés sur le train gauche, 11 perforations sur 3 réservoirs et un trou béant dans l'aile gauche, le Concorde se repose à Washington après 26 minutes de vol. Les passagers, finalement, iront à Paris en Boeing 747. Après ses premières constatations sur place, Michel Bourgeois, l'enquêteur du BEA, lui aussi rentre à Paris. Et durant plusieurs mois, il mène ses investigations avant d'écrire son rapport dans un contexte pour le moins difficile. Est-ce que cette enquête en 1979 a été facile à réaliser ? Pas tellement. C'était une enquête qui intéressait beaucoup de gens et il y avait pas mal de réticences. De toute façon, il y a toujours des réticences comme ça. Quand vous avez des questions à poser un peu gênantes, on a l'impression que vous critiquez, par exemple, la compagnie ou l'équipage. Aussitôt, il y a des murs qui se dressent devant vous. Vous ne pouvez pas bien avancer. Toucher à Concorde, ça a toujours été quelque chose de délicat. Concorde a toujours été une affaire d'État. La preuve, cet incident de Washington est évoqué en Conseil des ministres le 3 octobre 1979, où le président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, s'interroge. Faut-il arrêter l'avion ? Claude Alain Sarr est un des meilleurs historiens du supersonique. C'était difficile parce que Concorde représentait quelque chose d'important dans l'imaginaire des Français. C'était devenu un mythe, ça n'était plus un avion. C'était plus un objet purement et simplement, c'était un mythe. Et donc, pour un homme politique, casser, détruire un mythe, briser un mythe est toujours une opération délicate. Le ministre des Transports de l'époque, Joël Le Tol, s'interroge lui aussi et pose la question directement à Michel Bourgeois. Il m'a demandé si ça pouvait se reproduire. Je lui ai dit, monsieur, un pneu peut toujours être blessé, enfin ça peut arriver, c'est une chose possible. Peu probable, mais possible. Ah, il m'a dit, parce que si ça peut se reproduire, on arrête les avions. Je lui ai dit, non, on n'en est pas là. On peut faire beaucoup de choses. D'ailleurs, je lui ai dit, vous verrez dans ce rapport, il y a là-dedans des propositions de recommandations. On recommande de faire des études. Il y a des études qui ont été faites. Est-ce que toutes vos propositions ont été appliquées ? Non, toutes n'ont pas été appliquées, mais je n'ai pas été... tenu au courant de tout ce qui a été fait après. Parmi les solutions envisagées par le BEA dès 1980, le renforcement des réservoirs pour éviter les fuites en cas de choc
après une explosion de pneus. Une mesure qui ne sera prise que 21 ans plus tard, en 2000, après le crash de Gonesse. Pourtant, entre 1979 et 2000, les explosions de pneus vont se poursuivre, entraînant parfois la perforation des réservoirs. La preuve, ce rapport du Comité d'hygiène et sécurité d'Air France datant du 12 juin 2003. Il fait la liste de plusieurs incidents du même type survenus sur Concorde. Ainsi, le 15 mars 1979 à Dakar, l'explosion de plusieurs pneus endommage 2 réacteurs. L'incident est considéré comme un précurseur majeur de celui du 25 juillet 2000. Ainsi encore, le 15 novembre 1985, à Londres, l'explosion d'un pneu endommage 2 réacteurs et perfore un réservoir. L'incident est considéré comme un précurseur majeur de celui du 25 juillet 2000. Tous les incidents ne sont pas aussi graves, mais la liste est longue. En 24 années d'exploitation, 70 explosions de pneumatiques ont été enregistrées, dont 67 entraînant des dégâts significatifs. Un taux d'incident très nettement supérieur à la normale. Le BEA, dans son rapport, fait même la comparaison avec un Airbus moderne. Un Airbus A340 a 66 fois moins d'incidents de pneus que Concorde. Et cette faiblesse était connue dès l'origine. Jacques Chain est un des techniciens du bureau d'études qui, dans les années 60 et 70, a dessiné le Concorde. Lors des premiers vols, on s'est aperçu finalement que les pneus avaient quand même un taux d'usure important et que ça allait être un point faible sur l'avion et que donc les sociétés fabricantes allaient devoir travailler pour pouvoir permettre à ce train de vraiment tenir tous les atterrissages dans de bonnes conditions. Concorde avait donc un talon d'Achille. Lancés à grande vitesse, les pneus avaient tendance à exploser. Sur un avion ordinaire, l'explosion d'un pneu est un incident mineur, mais sur Concorde, les conséquences pouvaient être dramatiques. Effectivement, lorsqu'il y a un éclatement de pneus, comme vous pouvez voir, ces 2 pneus-là sont tout de suite très proches des entrées d'air. Et puis, vous avez l'autre côté ici, qui lui, s'il y a un éclatement, et apparemment c'est ce qui s'est produit dans l'accident de Gonesse, eh bien les projectiles vont tout de suite taper le réservoir numéro 5 qui se trouve ici, et ensuite vient détériorer les réservoirs suivants. Concorde est le seul avion de ligne à posséder cette particularité. La proximité entre le train d'atterrissage, les réservoirs et l'entrée d'air des moteurs qui peuvent à la fois absorber des débris et enflammer le carburant. Alors, est-ce qu'au final, Concorde était un avion dangereux ? Raymond Auffray a délivré en 1976 le premier certificat de navigabilité du Concorde, son premier droit de voler. Il explique comment se calcule le risque acceptable sur un avion. Pour répondre à votre question, le risque zéro n'existait pas. La philosophie qui voudrait qu'on n'ait pas de panne en matière aéronautique est totalement irréaliste, et sur le plan technique et sur le plan financier. D'un côté, on estime la gravité des pannes, de simple à catastrophique. De l'autre, on estime la fréquence, de probable à extrêmement improbable. Si on peut accepter des pannes simples fréquentes, une panne catastrophique doit forcément être exceptionnelle. Une probabilité de panne dans la zone rouge empêcherait obligatoirement la certification de l'avion. Pour vous, pour ce que vous connaissez du dossier, à aucun moment Concorde a franchi la ligne rouge en matière de prise de risque et de sécurité par rapport au tableau qu'on a là. Ma réponse est non. Cet avion n'était pas plus dangereux que les autres. Il a été certifié avec des conditions techniques plus sévères que les avions subsoniques de l'époque. Cet avion n'était pas plus dangereux que les autres avions. En 1976, l'affirmation est exacte. Car les dangers, on va les découvrir plus tard lors de son exploitation commerciale. Mais à partir de là, les explosions de pneus avec parfois la perforation des réservoirs vont se multiplier. Et ce, à une fréquence inacceptable pour n'importe quel autre avion de ligne. L'ensemble de la flotte des Concorde français et anglais n'a pas réalisé plus de 18 000 vols, ce qui n'est rien si on compare avec n'importe quel autre avion de ligne traditionnel. Si la flotte de Concorde avait compté, disons, 1 millier d'avions en service dans le monde, Concorde n'aurait pas volé plus d'1 an ou 2 parce que ce type d'accident serait forcément arrivé, et ce beaucoup plus rapidement.
Bref, les 12 Concorde français et anglais ont sans doute volé avec un risque supérieur à la normale, alors que les solutions techniques existaient. En effet, dès 1981, Michelin invente un pneu pour avion qui n'éclate pas. C'est le pneu radial. Ces nouveaux pneus sont d'abord montés sur les avions de chasse, puis à la fin des années 80, sur les avions de ligne. Roland Rapaport est l'avocat de la famille du commandant Marty qui pilotait le Concorde du 25 juillet. Il ne comprend pas pourquoi Concorde n'a jamais bénéficié de ce type de pneus qui aurait pu éviter l'accident. Est-ce qu'on pouvait utiliser ces pneus pour Concorde? La réponse est oui, on pouvait utiliser ces pneus pour Concorde, mais à condition de les adapter. À condition de les adapter parce qu'il y a des efforts particuliers compte tenu de la vitesse atteinte au moment du décollage. Il fallait donc faire des études. Est-ce que ces études ont été budgétées? Ces études ont été budgétées. Combien? 2 millions. Aérospatiale n'a pas voulu faire la dépense. Michelin n'a pas insisté. Personne ne veut investir les 2 millions de francs. Alors, le Concorde continue à voler avec des pneus conventionnels. Jusqu'en 1996, les pneus peuvent même être rechappés 5 ou 6 fois. Pourtant, les explosions se poursuivent. Souvenez-vous, 70 incidents en 24 ans. Mais on ne dit rien, on ne fait rien ou en tout cas pas grand-chose. Ni l'administration de la DGAC, ni le constructeur aérospatial devenu EADS, ni les compagnies Air France et British Airways, à qui, il est vrai, les pouvoirs politiques ont imposé l'exploitation très chère du Concorde. On ne tire aucune leçon des incidents. Les pilotes sont fiers de piloter cet avion hors norme, les passagers sont heureux de voler à Mach 2, et l'orgueil national des Français et des Anglais est flatté. Cette absence de réaction est même remarquée dans ce document de 2003 du Comité d'hygiène et de sécurité d'Air France. Comment j'explique qu'on n'a rien fait en face d'une situation aussi anormale et aussi dangereuse? Eh bien, les experts écrivent dans leur rapport complémentaire qu'ils viennent de déposer passivité attentiste. Passivité attentiste. Concorde, passivité attentiste. Alors pourquoi? Parce que ça n'intéressait plus personne, Concorde. Vous savez, quand on lance un avion, c'est pas pour en construire 16. Il en a été construit 16. Ça coûte cher, les études et tout. C'était un avion dépassé, Concorde. Ce qui fait qu'on s'en est désintéressé. Et qu'on s'intéressait à quoi? On s'intéressait au programme des Airbus. Aussi bien le constructeur que les représentants de l'administration. Et les 12 Concorde en exploitation poursuivent leur carrière entre Paris, Londres et New York. Le programme a été figé en 1974 et par conséquent, à partir de ce moment-là, il n'y a pas eu d'amélioration. On s'est contenté de vivre avec ce qu'était l'appareil tel qu'il était. Les choses ont été complètement figées de 1974 à l'arrêt en 2003, pendant 30 ans. Un modèle d'immobilisme dans l'histoire de l'aéronautique. À Londres comme à Paris, il était hors de question de remettre en cause la fiabilité du fleuron de l'aéronautique européenne. Donc, durant 24 ans, les incidents de pneus se sont multipliés, à 70 reprises. Un rythme qui n'aurait jamais été toléré sur un autre type d'avion. Jusqu'au 25 juillet 2000, quand l'appareil immatriculé Fox Sierra Charlie transforme le 71e incident en véritable catastrophe. Olivier Metzner est l'avocat de la compagnie américaine Continental, dont l'avion, un DC-10, a perdu la fameuse lamelle. Il est clair que la présence d'une telle lamelle n'aurait jamais eu les mêmes effets sur n'importe quel autre avion que le Concorde. Sachant que ce jour-là, en plus, il y avait des causes d'aggravation de l'envol du Concorde, des pneus
usés, des pneus dont on sait maintenant qu'ils n'étaient pas adaptés au Concorde. Il y avait une surcharge de l'avion, il y avait différents éléments qui ont aggravé la situation. De fait, le jour de l'accident, le Concorde était en surcharge, entre 1 et 4 tonnes selon les calculs. Et un des circuits électriques commandant la gouverne de direction était en panne. Dans le petit monde des pilotes de Concorde, on s'interroge. Est-ce que la fameuse lamelle est bien la seule et unique cause responsable du crash ? À Londres, chez British Airways, John Hutchison est l'ancien chef pilote de la flotte Concorde. Et lui aussi est un peu dubitatif. Au moment du décollage, il y avait donc 1 tonne 2 de carburant dans le réservoir 11 qui n'avait absolument pas à y être. En plus de ces 1200 kilos, il y avait encore 600 kilos de bagages en trop. C'est-à-dire qu'en tout, il y avait 1 tonne 8 au-dessus du poids de décollage autorisé, qui n'ont pas été pris en compte. Encore plus étonnant. En étudiant soigneusement les débris, les enquêteurs découvrent qu'il manque une pièce sur le train gauche, celui où le pneu a explosé. Il s'agit d'une entretoise que les ouvriers de maintenance n'ont pas remontée sur le train à l'issue de la dernière séance d'entretien. Une pièce maîtresse, dont l'absence peut avoir des conséquences sur la tenue du train et des pneus. Le fait que l'entretoise du train gauche soit absente fut découvert par un technicien de British Airways. Il aidait sur le lieu du crash et c'est lui qui a informé les autorités françaises de l'absence de l'entretoise. Celle-ci, si j'ai bien compris, a été retrouvée par la suite dans un hangar. Le rapport officiel du BEA considère d'ailleurs que cette absence est une erreur grave de la maintenance d'Air France, mais considère également que cette absence n'est pas une des causes de l'accident. Ce n'est pas l'avis de ces deux hommes. En veste bleue, Jean-Marie Chauve, ancien commandant de bord Air France sur Concorde. En veste foncée, Michel Suot, ancien officier mécanicien sur Concorde. Tous les deux ont volé durant plusieurs années sur le supersonique. Et eux en restent persuadés, l'absence de l'entretoise a bel et bien eu une conséquence. Cette pièce en jaune à l'image sert à maintenir parfaitement alignées les roues avant et les roues arrière du train d'atterrissage. Son absence peut entraîner un ripage, un peu comme sur une voiture dont les roues ne seraient plus droites. Cette légère déviation peut entraîner beaucoup de choses comme fatiguer l'ensemble des pneus, puisque il est probable que le train gauche n'était pas tout à fait parallèle à l'axe de piste. Conséquence, les pneus se seraient fragilisés, auraient même chauffé, déclenchant un tout début d'incendie bien avant d'arriver sur la lamelle. Et pour étayer leur théorie, les deux hommes s'appuient sur des faits. Ainsi, d'après le relevé des boîtes noires, il apparaît que le commandant de bord, Christian Marty, a dû compenser une tendance de l'avion à partir vers la gauche dès le tout début du décollage. Ce relevé est très parlant, c'est-à-dire qu'on voit bien les mouvements du palonnier qui part sur la droite pour remettre l'avion dans l'axe. Les chiffres sont là. La tendance à partir sur la gauche est 5 à 10 fois supérieure à la normale. Le Concorde aurait donc eu des difficultés dès le début du décollage, avec un début d'incendie bien avant de rencontrer la lamelle. Un autre indice, le témoignage de 3 pompiers professionnels de Roissy. Ils étaient de service ce jour-là à la caserne située à 300 mètres de la piste et regardaient l'avion décoller. Voici le plan de la piste et l'emplacement de la lamelle perdue par le DC-10. Voici maintenant la trajectoire du Concorde et la position des pompiers. Les 3 hommes ont affirmé aux enquêteurs avoir vu de la fumée dès ce point indiqué en rouge. La réalité ne serait donc pas cette image, mais plutôt celle-ci, avec une émission de fumée avant d'arriver sur la lamelle. Pour Michel Suot et Jean-Marie Chauve, ces témoignages sont capitaux. Officiellement, l'accident a eu lieu lorsque l'avion rencontre la lamelle
vers 1724 mètres. Alors on peut se poser la question, pourquoi 900 mètres avant, le premier pompier a signalé ces effets de fumée? Ces 3 témoignages sont inscrits noir sur blanc dans une des annexes du rapport officiel du BEA, le Bureau Enquête et Analyse de l'Aviation Civile. Ils sont même qualifiés par les auteurs du rapport de précis et fiables. Des auteurs qui notent que ces témoignages n'ont jamais varié et se complètent utilement. Nous avons contacté les 3 pompiers. Un seul, aujourd'hui en retraite, a accepté de nous raconter au téléphone ce qu'il a vu précisément le 25 juillet 2000 à 16h42. Voici son témoignage. J'ai vu une fumée noire, comme on dit, et ça a commencé par un début d'incendie, quoi. Avant? Voilà, c'est ça, ben oui. Moi, c'est passé devant notre fenêtre, comme je vous disais, on est positionné de façon à ce que les avions décollent et atterrissent. Donc on l'a vu, j'ai vu la fumée noire avant. Avant que le Concorde ne passe devant votre caserne? Avant que le Concorde passe devant moi, quoi. Avant qu'il ne passe devant vous, oui, c'est ça. Devant le poste. Devant le poste, donc 900 mètres avant que la roue du Concorde ne percute la lamelle du DC-10. Est-ce que tous ces événements ont contribué à fragiliser le train d'atterrissage au point de le rendre vulnérable à un choc avec la fameuse lamelle? Certainement, certainement. On peut même... Pas le train, mais au moins les pneus. Enfin, dernier indice troublant noté par les 2 anciens pilotes, un manque de puissance de l'avion. Au moment du décollage, l'appareil aurait mis plus de temps pour acquérir la pleine puissance. 1, 2, 3 et 4. Le Concorde est le seul avion au monde à avoir une possibilité de contrôler la poussée disponible des 4 réacteurs. On pouvait s'en apercevoir qu'elle était opérationnelle lorsque ces 4 lampes vertes étaient allumées. Voici des images rarissimes tournées plusieurs années auparavant à bord du Sierra Charlie, l'avion qui s'est écrasé en 2000. Aux commandes, Jean-Marie Chauve lui-même. Voici en temps réel le délai d'allumage des 4 lampes vertes indiquant la pleine puissance des réacteurs. 9 secondes. En théorie, ces 4 lampes vertes devaient être allumées au maximum dans les 12 secondes. Et le 25 juillet, en apparence, c'était 18 secondes, dont un doute. D'après les calculs des 2 pilotes, si l'avion avait disposé de sa pleine puissance, il aurait décollé avant d'arriver sur la lamelle métallique. Aujourd'hui, les 2 hommes s'interrogent carrément sur l'état mécanique du Concorde Sierra Charlie. L'avion n'aurait pas dû être mis en piste. Et je serais presque formel là-dessus. Mais qu'il y avait une pression commerciale telle, et c'était le dernier avion disponible, il fallait partir avec cet avion. Air France n'a pas souhaité s'exprimer sur le crash du Concorde et s'en tient pour sa part aux conclusions du rapport du BEA, qui n'engage pas directement sa responsabilité. Dès l'été 2000, une instruction judiciaire est ouverte pour déterminer les responsabilités. Le juge, Christophe Regnard, a travaillé durant près de 4 ans sur le dossier qui compte aujourd'hui 44 tomes et occupe 2 armoires entières. En avril 2005, il a procédé à la mise en examen de la compagnie américaine Continental, propriétaire du DC-10 qui a perdu la lamelle. En septembre 2005, il a également mis en examen 2 anciens collaborateurs du constructeur aérospatial, devenu EADS, ainsi que 3 anciens collaborateurs de la Direction générale de l'aviation civile. La Direction générale de l'aviation civile, c'est quoi son rôle? Son rôle, c'est de veiller aux conditions dans lesquelles s'effectue le transport aérien, de veiller à ce que le transport s'effectue dans de bonnes conditions au plan de la sécurité. C'est sa mission essentielle d'y veiller, et il apparaît du dossier qu'à propos de Concorde, elle a failli. Et quand je dis elle a failli, c'est le mot des experts. Du côté de l'administration comme du côté du constructeur, on a failli. Il n'empêche qu'un an plus tard, en 2006,
2 des 3 fonctionnaires de la DGAC bénéficient d'un non-lieu. Pour les autres mis en examen, par contre, la procédure se poursuit. Le juge Renière, lui, a été promu. Un nouveau magistrat a pris en charge le dossier et la question maintenant est de savoir si un jour il y aura ou non procès. En attendant, la sanction pour Concorde est fatale. Malgré les millions d'euros dépensés après 2000 pour renforcer les réservoirs et fabriquer de nouveaux pneus qui n'explosent pas, malgré la remise en service en 2001 des Concorde d'Air France et de British Airways, le couperet est tombé. Concorde aurait pu voler jusqu'en 2010. En 2003, Air France et British Airways décident de renoncer au supersonique. Et le 31 mai 2003, les billets s'arrachent pour le dernier vol commercial au départ de Paris à destination de New York. Et quelques heures plus tard, lors du retour final à Roissy, ils sont des milliers en bord de piste à venir saluer le dernier atterrissage du bel oiseau blanc. Cette fois-ci, c'est fini. Concorde part au musée. La réaction, d'ailleurs tout à fait logique et légitime du public, de l'opinion publique, a été de dire c'est un bel avion. C'est un bel avion, il est joli, et en plus de ça, il n'est pas comme les autres. La différence est là, il n'est pas comme les autres. L'opinion publique a été parfaitement consciente du pas très important qui séparait un avion subsonique, y compris l'Airbus qui est arrivé au même moment, d'une part, et le Concorde. Le Concorde, c'était autre chose. C'était manifestement autre chose, et en cela, ça a excité la curiosité et ça a donné une sensation très, très agréable pour les gens. Le seul inconvénient, c'est que le problème pour une affaire industrielle qui fabrique des avions ou pour une affaire commerciale qui exploite des avions, c'est pas d'être forcément différent des autres, c'est d'assurer le même confort, la même sécurité, à des prix les meilleurs possibles et dans des conditions convenables répondant aux besoins des gens. Concorde était et demeure la plus belle réussite technologique des années 60 en matière aéronautique. Incontestablement, c'était un avion civil extraordinaire, le seul capable de propulser ses passagers à Mach 2. Mais c'était également un avion fragile, difficile à piloter et très cher à entretenir. Les politiques qui ont initié sa conception, les ingénieurs qui l'ont construit, l'administration, les compagnies, les pilotes et les passagers eux-mêmes, tout le monde a sans doute péché par orgueil. Et peut-être, certains ont-ils fini par oublier une question fondamentale. A-t-on le droit, même pour un avion extraordinaire, de ne pas appliquer une solution connue à un problème récurrent? Aujourd'hui, c'est à la justice française de trancher et de refermer le dossier. Quant aux familles des victimes, au-delà des généreuses indemnités versées par Air France, il leur reste un dernier combat à mener, apprendre à vivre avec le souvenir. Ce n'est jamais vraiment terminé. Chaque nouvelle, chaque drame, enfin, chaque décès dans la famille ou dans l'entourage proche fait remonter les choses. Je pense qu'une vie entière ne suffit pas à les dépasser.
Thank you.